c'est le statut de comédien, il est très particulier, juridiquement parlant. Et donc nos contrats, quand on travaille en tant que comédien, et ça c'est vrai d'ailleurs que ce soit du théâtre ou du cinéma, de la télévision, même du doublage, on a le même type de contrat qui est un contrat spécifique qui s'appelle le CDDU, le contrat à durée déterminée d'usage. Donc c'est quelque chose de spécifique. Alors pour se figurer, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est ce qui ressemble le plus en droit à ça, à ma connaissance, c'est saisonnier. Bah moi je considère qu'un public, une pièce, un projet qui ne trouve pas son public, bah faut arrêter. Tu dilues ton énergie, un truc comme ça, à faire d'autres trucs quand même. Pas concentre-toi, mais enfin l'air de dire, voilà, peut-être que tu pourrais t'y mettre plus dans l'artistique. Et c'est quelqu'un qui me disait, moi tu vois, je me suis jamais donné de plan B, J'ai dit oui, sauf qu'en fait t'as un gîte. On parle souvent du succès, mais on parle très rarement du travail qu'il y a avant. On parle effectivement très peu des choix qui forgent, des doutes qui freinent, des erreurs qui apprennent et des déclics qui changent tout. Eh bien ça va changer. Bienvenue dans Pourquoi. C'est François, et avec ce podcast, je veux explorer les trajectoires de celles et de ceux qui font, qui dirigent, qui inventent et qui construisent. Ensemble, toi et moi, on va chercher à comprendre comment ils en sont arrivés là et pourquoi. Comment ils travaillent, pourquoi ils prennent une décision, comment ils s'organisent, doutent, avancent. Inspirer, questionner, comprendre, ça c'est pourquoi. Et à l'issue de cet épisode, peut-être tu trouveras toi-même ton propre pourquoi. Allez, c'est parti. T'en fais... Toi, non, je fais de podcast. Si, j'en ai déjà fait. Si. J'en ai déjà fait, j'ai même pendant un moment réfléchi très fortement, pour ne pas dire travaillé longuement, à créer un podcast. Donc oui, j'en ai fait à cette occasion-là, quand je me suis baladé un peu au Paris Podcast Festival. J'avais été interviewé, j'avais déjà fait des choses. Puis j'ai fait un peu de radio, donc c'est pas du podcast, c'est du podcast live. Aussi. Puis t'as l'expérience de la voix off aussi. Oui. Derrière les micros. De la voix off, donc des voix... Est-ce que tu connais la différence entre voix off et doublage? Parce que je sens que tu mets la même notion derrière les deux. Je vais le connaître pour... je vais la connaître pour la partie vidéo. Voix off, c'est une voix qui parle au-dessus d'image. Enfin, moi, je dirais d'image, de choses censées être synchronisées avec une voix particulière. Oui. Alors que doublage, c'est synchronisé avec une voix étrangère, enfin une langue étrangère que tu traduis en français. Presque, mais non. Presque, mais non. Non, enfin... Alors, certains disent voix off au sens générique pour l'ensemble des enregistrements de voix, donc on peut considérer ça comme ça. Mais dans mon esprit, quand je dis voix off, en fait, souvent chez les comédiens de doublage, voix off, ça veut dire voix pour un spot publicitaire, pour un spot institutionnel. Ok. Donc, voix enregistrée sans synchro, effectivement, mais surtout pas pour un support artistique. Ok. Alors que le doublage, comme tu le disais, oui, bien sûr, synchronisation, et sur un support existant, réel, d'une langue étrangère, très souvent de l'anglais. Voilà. Bref, du coup, je ne sais pas d'où on est parti pour arriver à ça, mais oui, les micros, ça va, j'en vois de temps en temps. Ouais. Bon, je pense que je suis même sûr que tu as même plus l'habitude que moi. Donc, ça, c'est top. Et ben, Jean-Charles, merci beaucoup de venir sur le podcast Pourquoi. Avec plaisir. Je vais tout de suite, et je te l'ai dit avant qu'on commence, je vais tout de suite un peu planter le décor, si je peux me permettre. Une petite analogie. On va expliquer pourquoi. On se connaît bien. Voilà. Un peu. Sans parler de vie privée, on s'est côtoyé à plusieurs occasions de manière, au fil des ans, assez régulière. Oui, oh bah tu m'as connu avant ma naissance, je pense. Il me paraît. Je m'en souviens pas de grand chose, mais je t'ai connu, on s'est connu depuis, on se connaît depuis très longtemps, pour être très franc. Tu es je vais pas rentrer dans les détails de la vie personnelle, mais tu es le fils de mon parrain, voilà. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai la chance de t'avoir sur le podcast parce que tu fais un métier
comment dire ça, très rêvé, je pense, très fantasmé, Oui, c'est sûr. mais toi, tu le fais réellement. Et Ça, j'essaie, si tant est qu'on puisse parler de réel, mais oui. je trouve ça, moi, passionnant et je voulais avoir un petit aperçu de la prise de décision dans ce domaine. Voilà. Mais Ça marche. avant de... et je pense que tu vas le dévoiler quasiment de suite, mais je vais te laisser te présenter pour expliquer un peu qui tu es. Qui es-tu, Jean-Charles? Qui suis-je? Comme tu l'as dit, et puis comme on le disait à l'instant sur le micro, je suis comédien. Mais comédien de plein de choses, puisque je suis comédien. Initialement, les premières choses que j'ai fait, c'est de la télévision et du cinéma. Donc comédien d'image, comédien genre le plus simple comédien, ou acteur d'ailleurs. Certains disent acteur pour le cinéma, enfin pour l'image, et comédien pour le théâtre. Pour moi, ce sont deux synonymes, j'utilise les deux. Je ne mets pas de différence entre ces deux termes. Puis j'ai fait d'autres choses, notamment du doublage, et puis le théâtre aussi. Donc ça fait finalement plein de métiers dans un seul métier. Ouais. Et c'est ça qui est très intéressant. J'ai eu je le dis tout de suite, puis on en reparlera parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai eu l'occasion de te voir pour la première fois en live, donc sur les planches du théâtre, hier soir, donc pas très longtemps. Très récemment. Très récemment. Et j'ai adoré. Alors, je t'avais déjà vu dans d'autres réalisations, notamment, on en reviendra un peu sur la partie film et série, mais voilà, là j'ai eu l'occasion et je voulais te faire ce petit retour. La personne qui joue la commerciale, je vais pas en dire trop sur la pièce. Oui. Voilà. Je l'ai vraiment détesté. Alors, Son rôle. Ah oui, vraiment pareil. non mais juste pour être sûr, tu parles de la personne qui a une relation avec Emmerich. Pas de... Oui, c'est ça, tout à fait. Sans en dire trop. Sans en dire trop. Mais oui, d'accord. Elle Elle a un rôle détestable. Et Terrible. à la fin, je me disais, je l'aime pas. Non, mais c'est le personnage le plus antipathique de la pièce, faut dire ce qui est. Après, elle le sait, elle vit avec. Pour moi, elle réussit parfaitement le rôle. Ouais. Je sais bien que l'humain derrière est sûrement très très différent. Ah oui, heureusement. Mais voilà. Donc, voilà. Mais avant de revenir un peu sur toutes ces étapes, puis de comprendre un peu comment toi tu es arrivé, notamment aujourd'hui au théâtre et sur ces planches, j'ai envie de te demander, c'est un peu l'habitude sur ce podcast, de savoir quelle a été ta grande dernière décision dans ton métier. Ma grande dernière décision, ça a été de continuer Relationship. Ok. Relationship, la pièce que tu es venu voir au théâtre, ça a été ma dernière grande décision parce que quand on parle de projet, c'est un projet qui a un petit moment déjà. On a joué pour la première fois en janvier de cette année, donc il y a maintenant 10 mois. Et on a en réalité commencé à travailler sur la pièce. Je vais me tromper dans les dates parce que j'ai parlé d'une date exacte, mais grosso modo un tout petit peu avant l'été. Donc on est à 1 an et demi du début grossièrement presque 1 an et demi du début du projet. Et il y a eu une très profonde réécriture entre la version de janvier et la version actuelle. Il y a eu aussi des comédiens qui ont quitté le projet. Et donc, il y a eu une vraie décision à prendre qui est de est-ce que je continue ou est-ce que je m'en vais, sachant que au-delà de l'aspect artistique, il y a aussi des aspects humains, d'affinité. J'étais très ami avec un des comédiens qui est parti. Et ça force à se dire maintenant, il faut que je décide fondamentalement si soit j'y vais, je prends le risque, le pari plus que le risque, d'y aller et de m'investir à fond et puis de faire abstraction un peu du passé parce que c'est une sorte de nouveau projet sur un projet existant avec une nouvelle équipe, un nouveau texte et une nouvelle mise en scène, mais je ne sais pas où ça va et je ne sais pas si ça va me plaire parce que fondamentalement je ne suis qu'un interprète, même si c'est un projet dans lequel j'ai mis plus que seulement mon interprétation parce que on est proche avec le metteur en scène, proche dans le sens où on travaille beaucoup ensemble. C'est pas quelqu'un que je connaissais avant, mais en tout cas on travaille ensemble sur le projet de manière un peu plus générale que seulement en tant qu'exécutant, comme on pourrait penser à un comédien. Et donc là il a fallu choisir. Et puis c'est une décision que je regrette pas parce que finalement la deuxième version est honnêtement, je pense, beaucoup mieux que la première. Même si sur le papier, évidemment, quand tu sors de quelque chose, tu te dis ça peut pas, ça va être moins bien, ça va être.
on va perdre. Puis j'étais content de l'équipe qui était installée, donc c'est compliqué. Voilà, je pense la dernière décision artistique importante que j'ai prise. Ok. Et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, justement, cette longueur de projet. Alors, je sais pas si c'est traditionnel d'être aussi long, mais je sais, on en a discuté déjà plusieurs fois, que ça a l'air d'être long, en fait, les projets. Souvent, c'est des choses qu'on ne voit pas. Puis, bon, il y a la pièce qui apparaît en tant que public. Nous, on la voit apparaître et on la voit tourner ou disparaître. Mais en fait, il y a énormément de travail en amont, en fait. Il y a énormément de travail en amont et c'est des cycles extrêmement longs. Et encore, avoir commencé à parler, parce que vraiment, quand je dis on s'est rencontré l'équipe un tout petit peu avant l'été, je dirais en mai ou en juin 2024. Et dire on s'est rencontré pour la première fois l'équipe et on a fait une première lecture, je pourrais retrouver la date mais je ne l'ai pas en tête, mais grosso modo au mois de mai, avril-mai, et on a joué en janvier, c'est un exploit. C'est super court de faire ça aussi vite. Et évidemment, il y a des contre-exemples. Il y a des pièces qui se montent plus vite, il y a des opportunités. Voilà, il y a toujours des contre-exemples. Mais globalement, c'est plutôt un cycle relativement court. Et on s'est bougé pour que ça se fasse et que ça se fasse comme ça. Et puis en plus, dans des bonnes conditions, dans un beau théâtre, pour une vraie programmation dès le début. On a eu d'abord 5 dates, donc en janvier, pour amorcer la pièce. Ce qu'on appelle un amorçage. On a essayé, on a testé. On a eu la chance de jouer ces 5 dates complets, ce qui fait que plus tard, aujourd'hui en septembre précisément, on a redémarré pour maintenant une programmation un peu plus fournie sur 2 mois. Mais tu vois que tu parles de temps. Déjà, c'était relativement court d'attraper des dates au passage, ces fameuses 5 dates pour janvier. Et puis quand en janvier, alors ça s'est terminé en mars, puisque c'était étalé dans le temps, volontairement, c'était pas tout resserré, les 5 dates. Mais du mois de mars au mois de septembre, on n'a pas pu jouer parce qu'il n'y a pas de place dans les théâtres. Et donc, en fait, il y a juste un sujet de disponibilité des salles et de contrats déjà conclus. Et donc, même si on s'est quitté le 10 mars précisément, parce que je connais la date, en disant, nous, équipe, Antoine, metteur en scène, et le théâtre, tout le monde est super content, ça s'est super bien passé, on a joué complet, on aime la pièce et on a envie. Alors, c'était pas signé à ce moment-là, mais on a tous une espèce d'envie commune de continuer à bosser ensemble et de continuer au théâtre. Le prochain slot disponible, c'est septembre. Tu vois que c'est, oui, très long. Et d'ailleurs, la question va se poser très bientôt, puisqu'on va arriver le 17 novembre, dans un peu plus d'un mois, à la fin de cette programmation. Et le sujet va être le même, parce que soit on reprend au studio Héberto, ou d'ailleurs ailleurs, en fait, peu importe, c'est même pas une question de lieu, mais on sait d'ores et déjà que ça sera dans... Si maintenant, au moment où on parle, on trouve quelque chose pour le mois de mars, c'est extraordinaire. Ça serait un coup de bol d'avoir encore un créneau disponible dans les salles qui nous intéressent à ces dates-là. Et on est quasiment rendu sur soit une programmation d'été, enfin début d'été, juste avant l'été, soit carrément septembre de l'année prochaine. Donc oui, c'est un cycle très long, le théâtre. Ouais. Et je n'étais pas du tout au courant, je ne connaissais pas du tout le fait que les théâtres étaient très... Enfin, qu'il y avait Oui, c'est vrai qu'il y a des programmations, donc d'un côté, ça me paraît évident, mais qui c'était du coup long. Mais c'est... Donc, quand vous travaillez une pièce et que vous la mettez en scène, il faut d'abord chercher les premières dates. Comment un théâtre... comment vous trouvez un théâtre? C'est la partie la plus compliquée, je pense. Alors, il y a plusieurs manières de procéder, parce qu'en fait, il y a plein de compagnies qui montent des pièces sans avoir de programmation. C'est-à-dire que pour avoir un produit fini, pour avoir une pièce qui est présentable, les compagnies vont bosser, vont faire la pièce de manière le plus ficelée, avoir un produit quasiment fini, et à partir de là, vont démarcher. Le problème de ça, alors quand je dis beaucoup de compagnies, c'est aussi beaucoup de compagnies qui débutent avec des comédiens qui n'ont pas beaucoup bossé, et donc qui sont super volontaires et qui ont envie de ça. En fait, la réalité, c'est que tu travailles dans le vent. Parce que concrètement, tu travailles pour quelque chose qui potentiellement, et ça arrive très régulièrement, ne verra jamais le jour. Parce que tu peux passer des mois à répéter, à monter une pièce, et puis il n'y a pas de salle, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de subvention, et gentiment et malgré toute la bonne volonté du monde, le projet meurt quelques mois plus tard. Et donc, pour le coup, on s'est assez vite mis d'accord avec l'équipe
de relationship, que non, on voulait pas de ça. On voulait, parce que aussi, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est une question aussi de maturité dans nos métiers. On a tous la chance de travailler à côté, d'avoir, entre guillemets, pas besoin de ça, envie de ça, mais pas besoin de ça, ce qui est quand même une nuance qui a toute son importance. Et donc, on s'est permis de dire, on ne répétera vraiment et on ne commencera le travail. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a commencé un petit peu à ébaucher, à faire quelques lectures, à voir à quoi pourrait ressembler la pièce, mais on n'est pas parti en répétition vraiment de manière effective et avec un rythme soutenu avant d'avoir une date vendue. Parce que concrètement, et moi j'y mettais pour le coup un point d'honneur auprès d'Antoine, Antoine Santis pour le citer, parce que j'arrête pas de parler d'Antoine, je lui ai dit et répété, on ne part pas en guerre si on n'a pas un plan de et où on va, où est la bataille. Et tant qu'on n'a pas une date, on fait pas un rétro-planning. Par contre, le jour où on a une date, on mettra tout en œuvre pour être prêt le jour J et pour être au top. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, je sais, tu m'as pas posé cette question, tu m'as demandé comment on trouve un théâtre. J'ai pas la réponse à cette question. Parce que malheureusement, les théâtres sont... Enfin, pas malheureusement, c'est logique, les théâtres sont très sollicités. Parce qu'il y a énormément de spectacles. À Paris, j'ai entendu, alors je n'ai pas vérifié la source, donc je donne la statistique que j'ai entendue, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais il y a quelques années, j'avais entendu qu'il y a 600 spectacles tous les soirs à Paris. Ça fait une sacrée offre. Ça fait une offre qui est colossale. Et ce qui est fou, c'est que malgré ces 600 spectacles, on pourrait se dire, du coup, il y a de la place. Non, il n'y a pas de place. Il y a encore derrière sans doute 3 voire 4 fois plus de spectacles qui voudraient jouer, qui ne trouvent pas de programmation. C'est la croix et la bannière. Il y a beaucoup de projets qui ne trouvent pas et qui n'arrivent pas à être programmés dans un théâtre. Donc maintenant, pour être plus concret sur comment on fait, on contacte des salles, on contacte des programmateurs, on contacte les contacts qu'on a. En l'occurrence, pour Relationships, c'est quelqu'un que je connaissais indirectement, qui travaille au studio Héberto, par un ami, comédien, et metteur en scène aussi d'ailleurs, qui nous a donné le contact, qui nous a permis juste d'avoir un point d'entrée, mais comme dans beaucoup de relations commerciales, quelle que soit la vente d'un produit ou d'un service, très souvent quand on a une introduction, ça aide un tout petit peu, au moins à être lu et à être reçu. Et puis après, le reste, on l'a fait en montrant la pièce, en leur faisant lire. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus Antoine qui l'a fait, parce que c'est son boulot, c'est lui le producteur, de convaincre le théâtre, puis de se mettre d'accord sur un arrangement, parce que c'est plusieurs modes de production possibles avec un théâtre. Et puis une fois que le contrat a été conclu, on répète et on joue. Avant de passer un peu sur les étapes, vous allez entendre, pour vous donner un peu de contexte, c'est cette sonnerie qu'on a dû entendre un moment que tu parlais. Je ne me suis pas arrêté, j'ai continué coûte que coûte, mais peut-être que tu aurais préféré que je m'arrête. Non, absolument pas. Absolument pas. On verra si ça s'entend à l'audio, je ne sais pas si vous l'entendrez, mais voilà, on a près de nous deux pendules assez anciennes qui sonnent régulièrement dans tous les quarts d'heure, donc elles nous accompagneront dans ce podcast. Voilà, un petit accompagnement musical. Voilà, tout à fait. C'est vachement intéressant, mais avant de revenir sur un peu tout ce mécanisme, parce que je voudrais qu'on explore ça, il y a quelque chose que tu as dit, c'est que tu as parlé de maturité, et de maturité dans ce monde-là. Ce qui m'amène à dire, parce que toi, en tant qu'acteur, donc je vais généraliser le terme volontairement, tu as commencé sacrément tôt, je crois. Comment t'en es venu, toi, à ce métier, en fait ? Moi, ça m'est tombé dessus. C'est ce qui est beau, c'est que finalement, moi, j'ai rien fait. J'ai hésité en disant rien fait, parce que j'allais dire presque rien fait. Non, j'ai vraiment rien fait. Moi, j'ai commencé effectivement très jeune, enfant. J'ai tourné pour la première fois, j'avais 11 ans. J'avais 10 ans ou j'avais 11 ans ? J'avais 11 ans. Et c'est par un hasard de la vie, on va dire ça comme ça, via ma grande sœur, qui était comédienne, qui sur un rôle, on cherchait son petit frère. Le réalisateur cherchait son petit frère, Gérard Mordia cherchait un petit frère pour ma grande sœur Anne-Sophie. Et tout simplement lui a posé la question, est-ce que par hasard tu aurais un petit cousin, un petit frère, quelqu'un de la famille qui te ressemble physiquement, parce que le but c'était d'avoir, pour un petit rôle, la question n'était pas forcément d'avoir un bon comédien, puis c'était vraiment quelques scènes, quelques répliques. L'idée, de se dire pourquoi pas, ça pourrait nous aider dans le casting s'il y a quelqu'un qui physiquement te ressemble. Au moins, voyons-le en casting. Ça ne veut pas dire qu'on le prendra, mais en tout cas, c'était son idée. Il se trouve que, à coup du destin, j'avais
très exactement l'âge du personnage qu'il cherchait. Donc, je suis allé passer le casting. Et puis après, la suite a été un peu différente de ce qu'on imaginait, puisque moi, j'ai été pris pour un rôle beaucoup plus gros, pour un des premiers rôles du téléfilm, L'île Atlantique, et Anne-Sophie n'a pas eu le rôle, ma grande sœur. Donc, on a fini par s'inverser dans l'histoire. Et puis, je suis rentré dans son agence. Notre agent, puisque c'était notre agent, m'a ensuite fait passer des castings. Moi, à l'origine, j'y suis allé, et bien que j'étais petit, je m'en souviens bien, j'avais déjà un fort caractère et je ne voulais pas y aller, passer ce casting. Je ne voulais absolument pas passer ce casting. Pour une raison très simple. Ma grande sœur faisait ça, donc il fallait évidemment que je fasse le contraire. Évidemment. Comme tout enfant. Comme tout frère et sœur. Tout frère et sœur, c'est normal, je peux pas faire ça. Ce comédien, qu'est-ce que c'est que ce truc, aller sur des plateaux, j'y comprends rien, puis de toute façon ça m'intéressait pas du tout. Et je me souviens qu'Anne-Sophie m'a traîné, parce que j'y suis allé pour elle dans l'idée de, bah attends, tu pourrais quand même me rendre service et y aller, parce que si t'es pris, peut-être que ça m'aidera moi aussi à asseoir ma place, entre guillemets, sur ce rôle qu'elle avait, puisque en l'occurrence, elle avait le rôle, c'est l'histoire, et puis il y a des rebondissements, bien qu'on lui ait dit tu es prise, c'est ton rôle, bah, elle n'a pas eu le rôle, parce que quelqu'un d'autre a été plus rapidement amené dans cette histoire qu'elle et lui a pris son rôle sur cette histoire. Mais peu importe pour ce détail-là. Mais donc, je reviens à comment je suis devenu comédien. Bah, je voulais pas y aller. Je suis allé passer un casting. Je savais pas ce que c'était qu'un casting d'ailleurs, mais je suis allé rencontrer un monsieur qui s'appelait Gérard Mordia, qui était réalisateur, et puis qui m'a fait jouer, mais au sens très littéral du terme, j'étais un enfant, 11 ans, je me suis amusé avec lui. Et son assistant metteur en scène d'ailleurs, François Ventroux, avec qui je suis toujours en contact, et Gérard Mordia aussi d'ailleurs, et j'ai vécu ça, et pour le coup je m'en souviens assez bien, même si c'est vieux, mais en fait c'est marrant, c'est génial ce truc. Et Gérard Mordia m'a écrit des scènes, qui n'était pas, m'a écrit des dialogues, m'a fait jouer d'autres choses, enfin, voilà, alors je pense que lui, c'était malgré tout un entretien d'embauche, un casting, il cherchait son comédien, il cherchait un personnage, mais moi je l'ai vraiment vécu comme j'ai passé quasiment l'après-midi avec eux, et je me suis juste amusé, et j'ai trouvé ça génial de, jouer un personnage, me rentrer dans la peau d'un personnage qui n'était pas moi, et puis ensuite, oui, ça s'est un peu fait tout seul. Alors quand je dis tout seul, c'est pas vrai, parce que derrière il faut passer des castings, il faut apprendre les textes, il faut les décrocher, parce que c'est pas si facile. Il y a beaucoup de gens qui passent des castings et qui ne tournent pas autant que j'ai eu la chance de tourner. Donc voilà, c'est pas tout seul, mais en tout cas le point de départ il est tout seul. Il est sans mon intervention, ça c'est sûr. Ok. Et comment c'est, parce que c'est intéressant, et parce qu'au début tu allais un peu, on va dire, contre ta volonté, et voilà, pas vraiment dans l'idée, et tu l'as exprimé que c'était pas l'idée de devenir acteur. Comment peut-être cette volonté a grandi en toi après, ou comment ça s'est passé? Bah, ça a grandi au fil de l'eau des castings, en fait. C'est vraiment ça. J'ai eu donc ce premier tournage avec Anne-Sophie, puisqu'Anne-Sophie a quand même eu un tout petit rôle dans le film que Gérard Mordia lui a donné pour un lot de consolation, on va dire ça comme ça. Elle lui a donné un petit rôle, et donc on a une scène qui existe que peut-être que tu n'as même pas vue. Je ne sais pas si toi tu l'as vue, François, mais il y a eu une seule scène dans laquelle on joue tous les deux, puisque je ne l'ai pas dit, mais Anne-Sophie est décédée par la suite, et c'est aussi alors pour ça je ne sais pas, parce que c'est quasiment concomitant en fait. Les dates font que c'est à peu près la période où Anne-Sophie est tombée malade, où je me suis retrouvé à passer des castings, et j'ai souvent entendu mon père dire ton agent t'a envoyé sur des castings pour te changer les idées parce que Anne-Sophie était à l'hôpital. Il y a probablement une part de vrai là-dedans. Je pense que c'est pas totalement faux. Après, j'en serais pas. J'ai quel âge? J'ai bientôt 31 ans. Ça fait 20 ans. Ouais. Naïve, en plus 11. 20 ans plus tard, je serais pas encore en train de jouer si ça s'était résumé à un loisir et au fait de m'occuper. Mais ça a joué forcément au démarrage sur, finalement, j'y allais passer des castings le mercredi après-midi. Quasiment tous les mercredis après-midi, j'avais des castings.
Et c'était parce que quand on est enfant, on peut pas sauter l'école autant sûr. qu'on veut, même si j'ai raté beaucoup de cours pour les tournages. Ça, on n'a rien entendu. C'est l'autre Voilà, c'est pendule. Comme ça, vous identifiez les deux sons des deux pendules en même temps. Mais uniquement quand c'est moi qui parle. Tu as remarqué, c'est bien réglé. T'es rythmé. Et donc oui, tous les mercredis après-midi, quand j'avais pas école, j'allais passer des castings. Peut-être pas tous les mercredis, mais en tout cas beaucoup de mercredis, j'avais des castings. Et puis ça m'a tout de suite amusé. Et puis par la force des choses, quand tu passes des castings et que tu les décroches, tu tournes, parce que c'est la récompense quand t'es pris, parce que c'est un entretien d'embauche, t'as le poste, tu fais ton tournage. Et oui, de mes 11 ans à 18 ans, j'ai tourné pas loin d'une quinzaine de films et de séries. Donc j'ai découvert j'ai aucune formation, d'ailleurs, je ne me suis jamais formé à ce métier. Et puis au-delà de la formation et de la compétence pure, le goût est venu en pratiquant. Et puis c'est juste génial en fait, quand tu découvres ça, pas pour tout le monde, mais moi j'ai trouvé ma vocation à cet endroit-là. Et le fait d'avoir effectivement ce moment où tu peux te détacher de toi et vivre des émotions plus fortes et surtout sans conséquences sur toi, parce que ce n'est pas toi, c'est juste génial. C'est le meilleur métier du monde, je crois. Mais bon, tous les gens passionnés doivent dire ça, mais moi je trouve que c'est le meilleur métier du monde. Mais en tout cas, c'est un des métiers qui donne le plus envie, en tout cas. Parce que oui, ça c'est. Après, le système fait que voilà, il y a un mythe autour de ce métier qui est, il y a des paillettes, il y a de la célébrité, il y a de l'argent, parce que c'est un métier qui peut rapporter beaucoup d'argent. On le sait, les grandes stars gagnent énormément d'argent. Donc forcément, oui, ça attise. Mais c'est quelques dizaines, centaines de personnes dans le monde entier. Bien sûr. Mais ça, sur le sujet, moi là-dessus, j'ai pas de. Je trouve ça très rationnel et logique, mais c'est juste que parfois je le dis pour un peu remettre l'église au milieu du village, mais combien de boulangers gagnent plus d'1 million d'euros par an? Il y en a en France. C'est pas zéro. Il y en a quelques-uns. Voilà. Il y en a quelques-uns. Il y en a une poignée, je sais pas combien, quelques dizaines, peut-être quelques centaines, je ne pense pas, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Les comédiens, c'est pareil. Et dans beaucoup de métiers, pour pas dire tous les métiers, à partir du moment où on est son patron, on a la possibilité d'accéder à des choses qui font, à des gros revenus, et puis aussi à des gros projets. C'est pas seulement les revenus le sujet, c'est aussi les projets que ça amène. Tout ça va ensemble. Mais oui, c'est un métier de rêve, ça c'est sûr. En tout cas, c'est un métier très très fantasmé. Tu l'as dit en introduction, c'est vrai. Alors, je reviens sur ces histoires de casting, parce que là où, comme tu sais, le podcast porte sur la prise de décision. Tu me diras si tu as eu l'opportunité ou pas de le faire. Je pense que ça a dû être le cas, puisque tu as quand même beaucoup tourné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi également, tu passes des castings. Je pense qu'au début, tu vas dans beaucoup de castings parce que tu testes beaucoup de choses. Tu as peut-être aujourd'hui un peu plus l'opportunité de faire un peu plus de sélections, mais justement, c'est comment toi tu arrives à te dire, ok, ce rôle va être bon pour moi, pas bon pour moi, parce que c'est souvent... Alors, je vais parler de choses que je pense connaître, mais tu me corriges bien sûr si je me trompe. Tu as souvent peut-être un script au début ou une grande idée vague du rôle. Tu sais pas ce que va donner les films. On a tous vu des films où il y avait très bons acteurs qui, du fait de circonstances, font un film pas très bon. Donc on sait jamais vraiment la sortie qu'il peut y avoir. Comment toi tu décides un peu des projets sur lesquels tu veux aller, pas aller en fait? Je rebondis juste sur une chose que tu viens de dire qui pour moi est clé. Non, on ne sait pas si un film il sera bon. Et même avec une très bonne équipe et même avec le meilleur réalisateur, on n'aura pas forcément un bon film, pour la simple raison aussi que il y a au moins une centaine, voire 150 personnes qui travaillent sur un film. Et chacun participe à la fabrication du film. Et en fait, à tous les étages, ça joue. Et il suffit un film, par exemple, mal monté, un mauvais montage de film, on perd le rythme et le film peut être mauvais. Ouais. Alors que tout est aligné. Une lumière qui n'est pas belle, ça gâche l'image et ça va entacher, alors consciemment ou pas, pour le spectateur, parce que certains n'en sont même pas conscients, mais c'est la différence
entre un bon film et un très bon film, ça passe aussi par ces détails, enfin ça ne sont pas des détails, par ces parties de création, notamment la lumière, le son évidemment, on parle de série, pourquoi je dis tout de suite série, parce qu'en général dans le cinéma le son est bon, parce qu'on a aussi le temps et les moyens de le faire. Quand on travaille sur une série, donc on travaille beaucoup plus vite, on peut sacrifier le son, malheureusement. Mais une série avec un son qui est pas bon, moi ça me gêne, je peux pas regarder une série qui a un son où il y a des mots que j'entends pas parce que c'est mal mixé, parce que c'est mal enregistré. Mais tout ça, quand je dis ça, c'est pas l'ingé son est mauvais, j'en sais rien, je le connais pas. En revanche, potentiellement, à quelque part dans la chaîne, ça a foiré, comme un podcast qu'on est en train d'enregistrer. Si le son n'est pas bon, n'est pas audible, les gens l'écouteront pas, indépendamment du contenu. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je ne suis qu'un maillon Alors, évidemment, le maillon visible, c'est le principe d'être comédien, c'est que ce qu'on voit, le produit fini, c'est nous, c'est les comédiens. Mais c'est une entreprise qui est derrière. Et comme toute entreprise, le succès ne dépend pas que de ce qu'on voit, de la face visible de la chose. Tu m'as posé une autre question, enfin là, ta vraie question initiale, pas ce sur quoi j'ai rebondi, c'était comment on choisit ses rôles, c'est ça en gros? Comment tu prends la décision d'aller sur un rôle ou pas? Alors, au risque de te décevoir, j'ai très peu choisi. Ok. Et ça, pour une raison simple, c'est que tu disais, quand on te contacte, tu as un scénario, tu vois à peu près de quoi on parle. Non. Ok. Donc ça, c'est très souvent, on n'a pas ça. Quand il s'agit d'un rôle important et quand on a la chance d'être considéré comme un comédien établi, enfin pro qui a bossé, enfin en règle générale, on va t'envoyer le scénario. Mais pour les jeunes comédiens, quand je dis jeunes, c'est pas l'âge, jeunes dans leur carrière, qui n'ont pas beaucoup bossé, qui n'ont pas beaucoup tourné, ça va souvent être des petits rôles au début et ça n'a rien d'étonnant. Pour un petit rôle, t'as absolument pas le scénario, t'as rien du tout. Parfois, tu ne sais même pas pour quel projet tu viens auditionner. Ah ouais. Pour des questions de confidentialité. Donc, si je prends l'exemple la série la plus connue dans laquelle j'ai tourné, c'est Nos chers voisins, où j'ai eu un rôle récurrent pendant 5 ans sur la série, donc sur les 5 saisons de la série. Je suis allé auditionner, je ne savais pas pourquoi j'auditionnais. Pour des raisons de confidentialité, TF1 avait interdit la diffusion du titre, même du pitch. Donc finalement, j'avais, de mémoire, j'avais même pas le prénom du personnage, parce que je me souviens que j'avais pas le prénom du personnage, et j'avais simplement du texte. Et je me souviens plus exactement si dans la scène j'avais utilisé mon prénom ou s'il m'avait donné le prénom. Non, il me l'avait donné à l'oral au moment du casting. Donc le prénom Pierre-Antoine, en l'occurrence, le prénom de mon personnage. Mais je l'avais même pas écrit, c'est pour te dire à quel point j'avais rien. Et donc tu vas passer une audition comme ça, tu choisis pas, t'as la chance d'avoir une audition. Ce que je savais, c'était que c'était un gros projet, parce que ça, il l'avait non seulement dit, mais quand tu as un agent, c'est aussi son travail d'être capable de déceler le vrai du faux. Et en l'occurrence, je savais que c'était quelque chose d'important et qu'il y avait beaucoup de... Enfin, c'était un gros tournage en perspective, même si on ne savait pas non plus ce que c'était, et puis surtout la durée de la scène, puisque ce n'était pas écrit, évidemment. Mais en dehors de ça, et le fait qu'on a pensé à toi et que tu peux correspondre à un personnage, tu ne sais pas grand-chose. C'est plus tard que éventuellement, tu peux ou pas refuser, t'arrêter et dire finalement le projet ne me plaît pas, et donc avant évidemment signature des contrats, je n'y vais pas. Mais en tant que jeune comédien débutant, on n'a pas accès aux informations, on a très peu accès aux informations, donc prendre une décision, c'est quasiment impossible. Donc très souvent, c'est simplement l'opportunité d'aller passer un casting, et après on voit ce qui se passe. Et puis, il faut aussi dire ce qui est. C'est un métier où il est difficile d'avoir des rôles, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui cherchent des rôles et beaucoup moins de rôles à pourvoir. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, pour le coup, sur ce marché des comédiens. Donc, de manière très pragmatique, quand déjà on t'appelle, à chaque fois je dis on t'appelle, c'est
qu'on appelle ton agent concrètement, parce qu'il y a un intermédiaire dans l'histoire, que lui valide finalement son boulot. C'est aussi, en particulier lorsque j'étais enfant, il valide le sérieux global du projet. C'est-à-dire que c'est pas un truc improbable qui va se tourner sans aucun moyen, sans assurance, au fin fond d'un truc glauque ou d'une histoire folle. Ensuite, l'identité et le professionnalisme des gens qui mènent le projet, mais tout ça c'est son boulot de le savoir, de le vérifier, puis c'est aussi parce que son réseau, il connaît, il sait qui le contacte, et donc voilà, c'est un peu, il y a une sorte de validation en amont que oui, tu peux y aller au casting, c'est pas n'importe quoi, mais au-delà de ça, moi j'ai un casting qui tombe, je suis super content, j'y vais, point. Et si j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle un callback, donc un deuxième tour de casting, je suis encore plus content et j'y retourne. Et puis parfois il y a 2, 3, 4 tours, c'est rare qu'il y ait autant de tours, mais ça arrive. Et puis petit à petit, on voit bien, on perçoit qu'on passe des tours et qu'on est de moins en moins nombreux et qu'on s'approche du rôle. Et puis ensuite, on est sélectionné. Par contre, le jour où on est sélectionné, on a toujours la main pour dire non. Ouais. Honnêtement, je n'ai jamais dit non à un projet où j'avais été sélectionné. Mais parce qu'il y a peut-être aussi comme tu le disais, c'est vrai que moi je n'y avais pas pensé, mais il y a peut-être aussi le rôle d'un agent en amont qui filtre et qui permet d'évacuer les rôles peut-être un peu, je veux dire entre guillemets pourris, mais voilà. Oui, en fait, ça c'est plutôt une stratégie de l'agent. Alors, je parle là de la période enfant, tout ce que je viens de raconter, c'était à la période où j'étais enfant, donc moi j'étais pas du tout impliqué là-dedans, parce que, bon, encore une fois, c'était un jeu, c'était un loisir, c'était pas un métier. Je comprenais même pas pourquoi est-ce qu'on me payait pour faire ça. Moi j'aurais payé pour faire ça. Non mais c'était trop cool, c'était génial, je m'amusais. Pour moi, il n'y avait rien de professionnel derrière ça, même s'il y avait la notion de travail au sens apprentissage du texte, répétition, être professionnel. Mais au-delà de ça, pour moi, je ne voyais pas ça comme un travail. Mais il y a le rôle de l'agent, effectivement, de filtrer pour pas t'envoyer sur n'importe quel projet, des projets qui pourraient te desservir. Et puis, l'agent aussi a le devoir de sélectionner les projets qu'il t'envoie. Et là, pour le coup, je vais parler un peu plus tard dans ma carrière, même si le mot carrière, j'ai toujours du mal de dire ma carrière, ça fait très, très arrogant, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Quand quelqu'un dit ma carrière et qui est cadre à la Défense, ça choque personne. Donc bon, ma carrière en tant que comédien, c'est pas plus choquant. Un peu plus tard dans ma carrière, là, il y a des choix à faire où, pour le coup, j'ai été plus impliqué, parce qu'on en discute en fait concrètement avec son agent, de savoir est-ce que si un programme de ce type te contacte, est-ce que tu y vas pas, est-ce que c'est malin, parce que par exemple, j'enfonce des portes ouvertes, mais si je fais un projet qui serait une quotidienne, par exemple comme Plus belle la vie, qui est une série que je connais peu, mais par contre je connais quelques comédiens et qui, en tout cas, a un énorme succès. C'est un secret de Polichinelle, tu vas pas faire un film de Lelouch la même année. C'est juste pas possible, c'est un fait. C'est un fait, alors est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est intelligent, ça c'est un autre débat qu'on peut avoir, mais malheureusement, moi je trouve que c'est malheureusement, mais là je prends parti dans ce que je dis, malheureusement, le milieu classe les gens dans des catégories. Et donc quand tu fais de la télévision quotidienne sur un programme court, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas impossible, il y a des contre-exemples là encore, mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès à des rôles cinéma. Quand, à l'inverse, tu fais uniquement du cinéma d'auteur, on aura du mal à te projeter dans une série quotidienne. Je pense que c'est lié aussi et je vois ça, moi, pour avoir travaillé pas mal dans le monde de l'image aussi, c'est quand en fait, forcément, tu es associé à une image quand tu travailles dans ces programmes-là. Et donc derrière, et tu as raison de souligner qu'il y a sûrement beaucoup de contre-exemples, sûrement des contre-exemples. Derrière, quand tu as une image, c'est difficile d'aller venir te chercher pour renvoyer une autre image ou faire quelque chose. Ou alors, il faut vraiment vouloir choquer. Il y a des acteurs, je pense à... Moi, j'ai pas ta connaissance du monde du cinéma. Moi, les quelques acteurs que je connais, c'est des stars mondiales dans le sens où je les connais. Voilà, je les connais juste comme vous et moi, on les connaît. Mais je pense à certains acteurs qui ont choisi, c'est lequel que j'avais vu là, tout de suite, qui joue dans Interstellar.
Matthew, alors je sais pas. McConaughey, c'est ça? Ouais. Ouais. Qui faisait beaucoup de rom-com avant, et puis un jour, j'ai vu un truc, alors je sais pas si c'est vrai, hein, attention, qui a décidé pendant 1 an de ne rien faire, de refuser tous les rôles de rom-com pour attendre le rôle un peu sérieux qui arrivait. Mais bon, Oui, j'ai déjà entendu ce genre de choses. Aujourd'hui, même si je viens de dire, et je pense que c'est encore vrai, qu'il y a des cloisons, elles ont tendance à être de moins en moins importantes. mais Elles existent encore, je pense. Mais oui, on m'a raconté, parce que là, pour le coup, c'est pas de ma génération, mais j'ai parlé avec des anciens qui disaient si tu fais de la pub, tu feras pas de cinéma. Ouais. Et ça, je pense que c'était vrai à une époque où vraiment, littéralement, tu tournais une pub pour la télé, tu faisais Groupama, cerise de Groupama, c'était foutu, tu t'étais tiré une balle dans le pied virtuellement pour le cinéma. Après, moi, j'ai aucun jugement sur les produits, parce que ça, c'est un vrai sujet que j'ai traversé avec les projets que j'ai faits. Je trouve pas que ça soit honteux. Enfin, c'est même, je vais plus loin que ce soit pas honteux, c'est que typiquement un programme comme Nos Chers Voisins, dont je parlais, qui est une sitcom, qui est un programme court, il y a des gens que moi je considère comme hautains qui disent oui, bon, c'est du programme court, oui, bon, il en faut, c'est bon, ouais, bon, c'est quand même pas le haut du panier. Mais en fait, à ces gens-là, j'ai une seule chose à répondre, et c'est pas pour défendre mon produit, c'est parce que j'y crois. C'est en fait, on faisait rire entre 7 et 9 millions de personnes par jour. c'est des chiffres assez dingues. Bah, ça s'arrête là. S'il y a un public, et moi pour le coup là-dessus, je suis très pragmatique, s'il y a un public pour un projet artistique, alors ce projet a sa place. Et à l'inverse, pour le coup, ça c'est là où parfois je m'engueule avec des copains comédiens et metteurs en scène et auteurs. Bah moi je considère qu'un public, une pièce, un projet qui ne trouve pas son public, bah faut arrêter. Alors quand je dis faut arrêter, c'est pas faut persévérer un peu parce que c'est dur. Ouais, bah oui. Mais l'art au sens je me fais plaisir, moi comédien, je fais un truc où je kiffe ce que je fais, j'écris, je me fais des nœuds au cerveau, j'aime ça. Moi je prends du plaisir à jouer, mais le plaisir il n'est pas partagé avec le public. Ça existe, hein, il y en a plein, des pièces d'auteur très très cérébrales, très complexes, qui sont probablement magnifiques pour ceux qui les jouent. Mais si ça passe pas au public, pour moi, et c'est bon pour moi, bah, ça n'a pas lieu d'être, entre guillemets. S'ils veulent le faire, faites-le, mais je veux dire, en tout cas, si ça marche pas, tant pis pour vous, quoi. C'est un moment, nous faisons du divertissement. Et là-dessus, pareil, le mot divertissement, je le choisis sciemment parce que certains diront c'est réducteur. Non, on fait de l'art. Oui, mais enfin, un art qui concrètement est un divertissement pour les gens qui le consomment. Quelqu'un qui va au théâtre, c'est quelqu'un qui veut se divertir pour la soirée. Bon, alors quand je dis divertir, c'est pas seulement rire. On peut aller voir un spectacle pour pleurer, pour ressentir une émotion, pour être choqué, il y a plein de choses qu'on peut faire au théâtre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le point de départ, il est je sors du boulot, il est 19h ou 21h, et je veux me divertir. Je veux faire autre chose que ce que je fais au quotidien et penser à autre chose que mon quotidien. Ça passe par le rire, ça passe par l'émotion, ça passe par plein de choses. Mais faut pas, selon moi, oublier ce point de départ qui est nous sommes là pour faire du divertissement. Et donc, ça va directement avec, il faut, alors, pas écrire pour le public, parce que c'est pas forcément une bonne idée de le faire comme ça, parce que sinon on a tendance à être dans un produit qui est trop commercial et qui ne sera pour le coup pas juste, et ça c'est dommage, parce que souvent ça marche pas. Et puis, ça marche pas, là je parle artistiquement quand je dis ça marche pas. Mais à l'inverse, oui, se faire plaisir à soi, c'est pas suffisant. Ouais. C'est un équilibre c'est vrai que on en parle. Alors, moi, tu m'excuseras, je prends toujours des gros exemples parce que c'est le seul que je connaisse. Mais ça me fait, quand tu me dis ça, ça me fait penser à du Marvel, tu vois, typiquement, qui au début était très juste. Allez, on va dire les 2, 3, que je suis pas spécialiste du cinéma, mais 3, 4 premiers. Et moi, pas du tout des Marvel, donc. Donc, ça a retrouvé son public. Puis maintenant, alors même si ça continue à faire des gros chiffres, bah, Marvel aujourd'hui est très décrié parce que ça devient trop commercial, trop. Bon. Oui, après on est sur des machines de guerre qui sont. C'est aussi ça. C'est pas la même échelle, mais je comprends ce que tu veux dire et c'est très intéressant. Je vais revenir un peu sur la partie toujours dans cette continuité. Donc, tu as passé les castings, félicitations, tu es pris sur un rôle.
ce qui m'intéresse également de comprendre, c'est quand un acteur parle de son rôle, il parle de voilà, j'interprète le personnage comme ça, des choses voilà. Donc parce que effectivement, tu incarnes un personnage. Comment tu travailles cette interprétation? Parce que tu vois, moi, je t'ai vu hier au théâtre. Bon, je retrouve des petits éléments de ta personnalité parce que voilà. Parce qu'on nourrit nos personnages avec nous, heureusement. Mais c'était pas toi. Merci, c'est un bon compliment de le souligner. Mais oui. Comment on travaille alors, là encore, je parle que en mon nom parce que Oui, bien sûr. j'ai une conviction assez forte qui est qu'il n'y a pas de méthode pour être comédien. Je dis ça parce que j'en côtoie beaucoup. Et autant il y a des gens qui sont ultra formés, qui font 2-3 stages de formation par an, qui toute leur vie continueront d'apprendre et en se confrontant à différentes méthodes, je pense à l'Actor Studio, c'est un peu connu, mais il y en a plein qui vont aller faire des stages auprès de directeurs de casting, etc. Qui ont besoin de cet exercice de travail pour trouver leur personnage. Et je le respecte, évidemment, je respecte ce que font les gens, je m'en fiche. Surtout, c'est pas mon problème, chacun fait bien ce qu'il veut. Et puis pareil, la formation initiale de comédien, elle est assez variable, même si il y a une sorte de base commune. Dans les écoles de théâtre, qu'est-ce qu'on fait? Si on le définit dans les très grandes lignes, à la grosse louche, il y a quelques cours d'expression corporelle. Donc c'est assimilé à du rythme, de la danse, de comment j'exprime des choses avec mon corps. Il va y avoir souvent des cours davantage axés sur la diction, sur la voix, et ça va reposer souvent sur un répertoire un peu plus classique. Okay. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? La danse, il faut demander à un prof de théâtre, je ne suis pas prof de théâtre, c'est bien la preuve, mais rythme corporel, oui, danse, le souffle, tout ce qui va être technique vocale, parce que ça pour le coup c'est important, et on ne peut pas ne faire sans, parce que pour le coup ça c'est nécessaire. Et puis le reste, et ça va être finalement 2/3 voire 3/4 d'un cours de théâtre, ça va être apprendre des scènes et les jouer. Ouais. Et ça dépend, encore une fois, je ne veux pas mettre toutes les écoles de théâtre dans le même panier parce qu'il y a des différences, il y a des ateliers théâtre donc qui sont beaucoup plus sur justement les interprétations de scène, comme il y a des cours de théâtre qui ont des méthodes propres, la méthode Périmonie, l'école Périmonie par exemple. Okay. Il y a des différences et encore une fois, toutes les écoles de théâtre ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes résultats non plus, entre guillemets. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une base commune qui est finalement un peu de théorie et beaucoup de pratique. Si on le dit vulgairement. Donc, et là pour le coup c'est juste mon analyse vis-à-vis de moi-même, moi j'ai été confronté à la pratique très tôt, avant la théorie. Parce que j'ai tourné, j'avais 11 ans, et que globalement j'ai beaucoup tourné en quantité. J'ai eu beaucoup de projets et j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses, de faire beaucoup de jours, de rencontrer beaucoup de personnes, et donc de découvrir le monde réel avant, le monde réel du travail, avant l'école, avant la théorie. Donc j'ai eu moi ça m'a posé un problème, c'est que le jour où je suis quand même quelqu'un de curieux, je me suis dit je vais me former. J'ai passé les concours des conservatoires à Paris à 18 ans et j'ai été pris dans un conservatoire où je suis allé quelques semaines et moi je trouvais ça affreux parce que je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce qu'on m'apprend à respirer par le ventre? Ça fait 10 ans que je fais ça. Mais quand je dis ça, c'est pas de l'arrogance de je sais tout, j'ai raison, voilà. C'est juste que j'étais à une étape de travail où pour moi, je ne voyais pas l'intérêt. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, puisqu'encore une fois, certains y trouvent un intérêt et tant mieux pour eux, et si ça les aide et si ça les nourrit, c'est formidable. Maintenant, s'il y a des gens peut-être un peu plus instinctifs comme moi, autodidactes, pour utiliser un mot hyper à la mode, je pense que c'est possible. Et en tout cas, je prouve en ayant ce métier que c'est possible. Et c'est rare, parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça. Tu peux pas dire je vais m'improviser totalement en n'ayant jamais fait, je sais pas quoi, maçon, ça serait dangereux. Voilà. Oui. Quoique, parce qu'en réalité, si on voit le système de l'apprentissage, et c'est finalement un peu à ça que moi j'assimile mon parcours, c'est par mimétisme.
En fait, c'est en voyant des gens bosser que tu apprends à bosser. Je suppose que je n'ai pas fait un apprentissage en maçonnerie, mais que globalement, quand tu passes 8 heures par jour à voir des gens qui font ce métier, si tu es curieux et que tu t'intéresses et que tu apprends à leur contact, tu dois être capable de te former de cette manière-là, sans vraiment théorie. Bah, c'est un peu ce que j'ai fait. Donc, comment je travaille mes textes? Bah, concrètement, de manière assez empirique. J'ai pas de méthode, j'ai pas de choses particulièrement de rituels, si ce n'est des petites choses, mais que j'ai pour le coup appris de bouche à oreille, c'est-à-dire un peu travailler ta voix quelques heures avant de monter sur scène, faire quelques vocalises, je sais pas si c'est le bon mot, mais des petits exercices, des exercices de diction, beaucoup s'hydrater, être simplement à l'aise et pouvoir parler vite, se forcer à parler très vite, faire des petites variations, travailler avec son diaphragme. Donc, ça, c'est des petites choses que j'ai apprises un peu par moi-même et surtout parce que j'en ai entendu parler et puis que parmi mes titres, j'ai fait pareil. Donc ça, c'est la partie préparation des dernières heures avant de monter sur scène. Et puis par contre, le travail de fond sur les personnages, moi, mon seul support, c'est le texte. Ok. J'ai pas d'autres supports. Alors, après, j'ai des outils qui peuvent m'aider, mais ça va être principalement le texte et évidemment la direction du metteur en scène ou du réalisateur qui vont me permettre de comprendre l'émotion que vit le personnage. Et puis après, par itération, comme ça fait très start-upper de dire ça, par itération, le thème, hein. il était dans la pièce même. Je vais chercher ce qui sonne le mieux à l'oreille et je vais aller chercher, je pense un peu comme quelqu'un qui essaierait de faire de la musique sans partition. Bah, tu tentes à l'oreille et puis quand 57 fois t'as dit si je vais essayer de prendre une de mes répliques que j'ai tiens, qu'est-ce que j'ai travaillé hier avant de monter sur scène, évidemment, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Si j'ai retravaillé un petit passage sur un moment, je discute avec une stagiaire dans la pièce. Et je trouvais, même si on la joue depuis quelques temps, donc là ça fonctionne, hein, les gens comprennent, bah, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Et j'ai essayé de trouver une musique un petit peu différente dans la façon dont je m'adressais à elle. Et pour être un peu plus incisif et un peu plus dans la panique plutôt que dans comment on dit, le fait d'être dans la résignation, c'était le mot que je cherchais. Être plus dans une panique que dans une résignation. Et donc là, bah oui, concrètement, j'ai passé hier probablement, j'ai pas compté mon temps, mais probablement 1 heure et demie à répéter 4 phrases de différentes manières pour moi-même, jusqu'à ce que j'ai trouvé ce qui me plaisait. Ok. Et comment, tu vois, c'est justement une question que j'avais, c'est est-ce que tu faisais des changements de représentation en représentation? Donc, la réponse c'est peut-être pas de représentation en représentation, mais oui. Est-ce que tu préviens la personne, par exemple, Qui trie? Ouais. Alors sur un point comme celui-là, non, parce que ça changera rien pour elle. C'est pas, j'ai pas changé vraiment fondamentalement la structure de la scène, et donc je vais pas la prendre au piège de quelque chose comme ça. Par contre, oui, c'est arrivé. On a changé des choses et c'est normal en cours de route parce qu'on se rend compte qu'il y a un effet qui marche pas. Ou là, ça va changer par exemple une entrée, une sortie, la position d'un accessoire ou quelque chose comme ça. Oui, là évidemment, il faut prévenir pour éviter de faire une mauvaise surprise à ses camarades. Ouais. Parce que ça peut être assez désagréable. Moi, je suis plutôt de l'école où j'aime bien ça, les surprises. Je trouve ça plutôt marrant et je m'amuse bien avec ça. Et mes camarades savent que c'est le cas aussi. Ils peuvent me surprendre. J'ai pas de problème, au contraire. Même s'il y a ce petit côté un peu peur parce que c'est dangereux. Typiquement, si je peux te citer une petite blagounette que j'ai fait à l'équipe. Une des premières scènes, on trinque avec l'équipe de la start-up dans laquelle nous travaillons. Et donc l'équipe de comédiens très concrètement. Et donc on boit dans une bouteille de vodka de l'eau. Eh bien, il y avait le premier soir, ce n'était pas de l'eau. Ça n'était pas de l'eau. Ça fait partie des bonnes blagues. Alors, elle n'est pas de moi, hein, c'est assez fréquent dans le milieu du théâtre de faire ce genre de blagues. Mais oui, c'est marrant. Bon, j'ai vu la quantité que tu versais. Oui, ça doit. C'était du gin, c'était pas de la vodka. Ça aurait été dur de la vodka, je pense. Ouais. Je vois le temps qui file et je voudrais quand même adresser une partie qui est, alors je vais dire très connue parce qu'on en parle beaucoup. Une petite interruption, rien de grave. C'est une partie qu'on parle beaucoup, c'est le côté argent. Alors je vais pas demander des salaires, c'est pas mon intérêt, mais
Je voudrais comprendre aussi un peu la mécanique financière qu'il y a derrière toi. Alors moi, je vais associer ça, c'est vrai qu'on en discutait au début du podcast. Euh, Tu me rappelais les règles de différentes que effectivement, comment ça s'appelle, en tant qu'acteur, tu ne peux pas vendre tes services en tant que tel. Tu le diras mieux que moi, bien sûr. Oui. Euh, Comment se passe un peu cette mécanique d'argent? Oui, on est accompagné également d'un petit chien. Petit animal Un petit animal. qui est en train de faire les siennes. Voilà, qui a vu son maître passer et qui est, je pense, est inquiet. Qui Mais... veut participer, je ne sais Oui. pas, mais elle va se calmer. Oui, alors, ce que je disais, et je le reformule après toi, c'est le statut de comédien, il est très particulier, juridiquement parlant. Et donc nos contrats, quand on travaille en tant que comédien, et ça c'est vrai d'ailleurs que ce soit du théâtre ou du cinéma, de la télévision, même du doublage, on a le même type de contrat qui est un contrat spécifique qui s'appelle le CDDU, le contrat à durée déterminée d'usage. Donc c'est quelque chose de spécifique. Alors pour se figurer, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est ce qui ressemble le plus en droit à ça, à ma connaissance, c'est saisonnier. Oui. Donc concrètement, voilà, ça permet de se figurer à peu près l'histoire. C'est des contrats donc à durée déterminée sur une mission, donc sur un nombre de jours donné avec une date précise qui est les jours qui sont les jours de tournage ou de représentation, plus éventuellement des répétitions, des choses comme ça, des conditions. Donc ça c'est juridiquement le seul moyen d'embaucher un comédien professionnel en France. Ok. Voilà, ça s'arrête là. Donc il n'est pas possible, il n'est pas légal de facturer en tant que prestataire ou je ne sais quoi ces services de comédien. Je ne m'avancerai pas sur le fait que certains doivent le faire et ça ne me regarde pas et je m'en fiche. Ouais, Mais en tout cas, voilà le point de départ pour bien comprendre ça. Pourquoi ça? C'est directement lié au statut intermittent. Ok. Ce CDD d'usage donne droit à une cotisation au régime intermittent. Donc, on va cotiser en nombre d'heures et aussi, il va y avoir un calcul financier, mais ça va être, principalement l'enjeu, ça va être les heures pour les comédiens. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à boucler 507 heures de travail sur 10 mois, c'est la règle pour être intermittent. Dit comme ça, donc 507 heures, ça fait 42 journées de 8 heures. Quelque chose comme ça, ou enfin 42 cachets. Cette journée oui, je crois que c'est des journées de 8 heures. Il y a certains cachets qui font 12 heures, mais bon, je vais essayer de simplifier. Prenons sur 42 jours. Alors, dit comme ça, dire bosser 42 jours sur 10 mois, ça va quoi, c'est pas non plus si compliqué que ça, faut pas déconner, généralement si on fait un peu d'effort, ça paraît pas énorme. Le seul problème qu'on a quand on est comédien, c'est que contrairement pour le coup aux techniciens, nos projets, on travaille pas tous les jours. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un tournage, on va tourner un film, alors ça dépend du film évidemment, mais grosso modo, un tournage de film aujourd'hui en France, c'est 30, 40 jours de tournage et ça peut aller jusqu'à 60. Je fais des grosses approximations, mais c'est à peu près ça. Donc un ingénieur du son, une maquilleuse, un costumier va bosser le chiffre que je viens de donner, 60 jours. C'est s'il fait ou 40 jours, peu importe, 40 jours, si le tournage dure 40 jours. Donc son intermittence, concrètement, il va lui falloir 2 films pour la faire. Parce qu'en 2 films, il dépasse les 42 cachets. Ok. Et donc, en 2 films par an, il va réussir à avoir suffisamment d'heures pour cotiser et donc avoir droit en retour à son chômage, puisque c'est ça dont il est question. Si on fait moins que ces heures-là, on n'a pas de chômage, on n'a pas d'indemnité. Okay. Le comédien, c'est beaucoup, beaucoup moins. Oui. Déjà, c'est beaucoup moins parce que tous les personnages ne sont pas dans toutes les scènes, donc nécessairement, on ne va pas tourner tous les jours, même parce qu'on n'est pas tout le temps dans l'histoire du film, dans les images du film. Et puis au-delà de ça, il y a énormément de travail qui est non compté dans ces heures. On a parlé de casting, il y a les auditions, il y a la répétition, il y a les essayages, il y a les déplacements, il y a énormément de choses qui ne sont pas comptées. Et puis il y a tous les échecs, parce que finalement c'est aussi le métier. Enfin, échec, oui, c'est un échec au sens où on n'est pas pris. Tous les échecs où finalement on a bossé, on a passé plusieurs jours de travail pour un projet où on n'est pas pris. Et donc tous ces projets mis bout à bout où finalement on consomme notre temps, je ne vais pas dire on perd notre temps parce qu'en réalité on ne le perd pas, mais on le consomme. C'est des jours qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas payés. Et alors au-delà de ne pas être payés, ça ne permet pas d'avoir des droits pour le statut intermittent. Donc, et c'est là où je voulais en venir, le statut intermittent pour les techniciens, je ne vais pas dire que c'est facile, mais en tout cas c'est jouable
sans trop de difficultés. Ok. Pour les comédiens, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que même un premier rôle, un beau rôle, alors premier rôle, je sais pas, je vais peut-être dire des bêtises, ça dépend énormément surtout de l'histoire, mais concrètement, on peut avoir un très beau rôle, un rôle très présent sur un film, un long métrage, et avoir 10, 12, 15 jours de tournage. Et c'est vraiment un beau rôle. Demain, je décroche un rôle on me dit que tu as 14 cachets sur un long métrage, c'est un très très beau rôle. Ça n'arrive vraiment pas tous les jours. Il y en a beaucoup des comédiens qui ont bossé toute leur vie et qui ça n'est jamais arrivé d'avoir un aussi beau rôle. Okay. Donc, on parle vraiment d'un relativement gros rôle sur un film. Donc, on voit, voilà, j'utilise toujours ces approximations, mais si on arrive même à avoir des projets de 10 jours, et encore une fois, c'est rare les projets de 10 jours, c'est plutôt, en règle générale, un petit rôle, c'est 1 jour, 2 jours éventuellement. Où tu vas faire 2, 3, 4, 5 scènes. Voilà, sur la même journée. Ouais. Donc très souvent, et donc mine de rien, arriver à ces fameux 42 jours, c'est pas du tout aussi facile qu'on peut le penser. Alors évidemment, quand on fait du théâtre, ça aide un peu parce qu'on joue beaucoup plus souvent. Ouais. Donc ça va permettre de faire plus de cachets d'un coup, d'aller plus vite à cette intermittence. Et moi, je n'ai pas fait beaucoup de théâtre, j'ai beaucoup plus fait de cinéma et de télévision. C'est franchement compliqué de faire ces cachets. Donc, tu voulais la mécanique financière derrière. En fait, concrètement, les comédiens, en règle générale, courent un peu après ces 42 cachets pour arriver à déclencher le statut. Et une fois que le statut est déclenché, c'est là où il y a une petite différence avec le régime général, enfin même fondamental, c'est pas une petite, c'est une grosse différence. C'est que tu touches ton chômage en même temps que tu travailles. C'est pas comme un salarié classique qui va travailler, cotiser, s'arrêter le jour où il a une rupture dans son contrat, qu'il n'a plus de travail, il va toucher du chômage à la place. Là, la différence, c'est qu'on va toucher sur un mois X jours de travail et 30 moins X jours, donc les jours non travaillés, le chômage à hauteur de, je sais pas combien en France, c'est 54 ou 57%, quelque chose comme ça, du salaire. Le chômage, grosso modo, c'est à peu près ça. Je confonds toujours 54 et 57. Enfin, tous les 4 et les 7 d'ailleurs, de manière générale. Mais ça, c'est un problème dans ma vie. Au-delà de ça, voilà. Donc c'est un mécanisme un peu particulier, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis après, il y a des gens qui s'en passent, qui font autrement, comme moi. Moi, j'ai décidé de ne pas courir après ce statut. Parce que ça m'aurait forcé à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Parce que tu vois, on dit on fait pas de choix, mais on va finir par y arriver à des choix. Et donc pour éviter ça, moi j'ai d'autres activités qui me permettent d'avoir d'autres revenus et de trouver mon équilibre comme ça. Ouais, parce que c'est justement. Alors j'avais l'information, mais effectivement, il y a quand même un choix à un moment de vouloir vivre à travers ce système qui a des avantages. Moi je ne critique pas absolument pas, qui a aussi des défauts. Mais oui, à un moment, il y a une volonté, il y a un choix de ta part pour ne pas traverser ça, parce que ça permettait peut-être de faire des projets qui te plaisaient pas ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Non, mais c'est le cas. Après, je l'ai vécu théoriquement au sens où j'ai pas mis les mains dedans. J'ai la chance d'avoir fait des beaux projets et d'en avoir fait quand même pas mal. Maintenant, même en ayant pas mal tourné, on parle d'époque où je pense que... Alors sur Le Chat Voisin, oui, je faisais mes heures, il n'y avait pas de débat. Alors j'avais un autre problème à cette époque-là, c'est que j'étais étudiant. Or ce sont 2 statuts qui juridiquement sont incompatibles. Par conséquent, je ne pouvais pas de toute façon être intermittent. C'est juste du droit. Hein. Donc encore une règle, une de plus. Mais indépendamment de ça, j'aurais pu être intermittent à cette période-là. Ça m'aurait d'ailleurs... rapporté beaucoup d'argent, mes études m'ont coûté très cher parce que même si j'ai fait la fac, ça m'a coûté extrêmement cher en manque à gagner de ce que j'aurais pu avoir si j'avais été intermittent à cette époque-là, mais peu importe, je ne le regrette pas du tout. Et puis je sais plus ce que j'allais dire, mais oui, il y a des choix, faire coûte que coûte 42 cachets par an. Je connais beaucoup de comédiens qui le font, et j'ai plein d'amis qui... Alors, je ne vais pas rentrer dans les clichés parce qu'il n'y a pas que ça, heureusement, mais il y en a quand même aussi, et c'est vrai, faire de l'animation de parade, par exemple, dans les magasins, pour les fêtes de Noël. C'est un métier de comédien. S'il faut malgré tout ce sont les comédiens qui font ces choses-là, ces métiers-là.
Il va y avoir aussi le fait de faire par exemple des escape games, de faire des théâtres, des visites théâtralisées, pardon, ce genre de choses. Tout ça, ce sont des plans, c'est comme ça qu'on dit quand on parle entre comédiens, pour faire des cachets concrètement. Ouais. Alors, encore une fois, y a pas, pour moi, il n'y a aucun sujet sur le fait de le faire. C'est pas, voilà. Heureusement que ça existe, ça fait sûrement vivre pas mal de monde. Heureusement que ça existe, oui, déjà. Et puis en plus, il faut bien quelqu'un pour le faire. Et c'est pas honteux que si on s'amuse et si ça nous plaît et qu'on est fier de ce qu'on fait, point, ça s'arrête là, je m'en fiche voilà. Mais par contre, et c'est là où pour le coup ça me fait de la peine, c'est quand je vois, c'est le moment où évidemment je donnerai pas d'exemple, des comédiens que je connais potentiellement qui bossent, des gens je parle pas de comédiens débutants qui ont encore du mal à faire leur cachet, je parle de gens qui sont établis, dont le nom est connu. Même malgré ça, il y a des gens qui n'arrivent pas et qui galèrent et qui par conséquent sont obligés. Alors, il y a aussi des moyens différents. On peut faire de la figuration. La figuration, sur les tournages, c'est tous les personnages qu'on n'identifie pas mais qu'on voit dans le fond. Ouais. C'est-à-dire le fond des êtres humains et pas du décor. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont comptées en cachet aussi. Donc on peut enchaîner de la figuration. Moi, je connais des comédiens qui ont fait des statuts intermittents quasiment que sur de la figuration. Et c'est super courageux parce que c'est ingrat d'être figurant. Pour le coup, je pèse le mot, il est lourd, mais c'est vrai, c'est hyper ingrat. C'est des horaires compliqués, c'est des conditions compliquées. Souvent, on est dehors, il fait froid. Et puis, sincèrement, là, on s'éloigne quand même un peu du cœur de qu'est-ce qu'être comédien. Parce que malheureusement, même si je suis convaincu qu'une bonne équipe de figuration, ça se voit, parce que à l'inverse, ça se voit aussi quand c'est pas bien fait. Mais par contre, ça serait ridicule de dire que tu peux exprimer ton art et jouer et exprimer une émotion, ne serait-ce que parce qu'en fait, on te demande littéralement de ne pas le faire, parce que tu es censé faire partie du décor et ne pas jouer, parce que si tu as le malheur de jouer un peu trop, ça va finir par être visible, tu vas attirer l'attention sur toi, et c'est évidemment pas le but, puisque le but c'est de regarder les personnages principaux, les personnages, qui sont dans la scène. Donc ça c'est compliqué, et voilà, c'est aussi parce que je l'ai vu avec des amis, avec des gens que je connais, des comédiens que je connais, voilà, qui, alors soit à la marge, quelques cachets par an pour, on va dire, boucler les fameux 42 cachets parce que c'est compliqué, et on en fait 5, 6, 8 où on fait des trucs qui nous plaisent pas, voire des gens qui en font beaucoup plus, qui en font plus de la moitié de leur intermittence comme ça. Moi j'ai pas envie de ça, voilà. Et j'ai la chance de pouvoir le faire, de pas faire ça, voilà. J'estime ça comme ça. Et tu t'en es donné les moyens, parce que je suis pas très fan du mot chance. Oui, t'as raison. Tu vois, c'est vrai que ça t'est pas tombé comme ça, c'est que tu t'es donné les moyens de pas faire ça et tu fais d'autres activités dans le temps. Oui, c'est pas l'objet aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle pas, mais c'est pas un secret non plus. Effectivement, j'ai d'autres activités professionnelles qui me rapportent des revenus qui me permettent de vivre confortablement. Et moi, mais encore une fois, là pour le coup, c'est quelque chose que tu entendras très rarement dans les médias ou dans un podcast, parce que c'est super tabou. Les comédiens, dans le milieu, dire je fais autre chose à côté, dans l'esprit de certains, c'est il peut pas en vivre. Ouais. Donc il tourne pas assez, ou il est peut-être pas assez bon. Et puis il est pas pleinement investi. Et puis voilà. Alors pareil, j'espère que les idées reçues ont un peu évolué, comme quand je disais, on est moins cloisonné tout à l'heure dans les différents métiers de comédien. Mais il y a encore une part de gens, oui, je sais qu'il y a certaines personnes qui d'ailleurs qui ne savent pas que j'ai une activité à côté. Et c'est d'ailleurs souvent, je le dis pas de prime abord, je le dis pas en premier rendez-vous, en premier casting, je vais pas dire oui, j'ai des activités de conseil à côté. Non, c'est pas du tout le malin de le faire, parce que ça peut me retomber dessus. Or, pour des raisons diverses et variées, c'est pas le sujet. Mais par contre, la vérité, elle est qu'il y a très peu de comédiens qui n'ont pas d'activité secondaire. Oui. Pour deux raisons. La première, elle est financière, parce que, comme j'expliquais, c'est parfois compliqué d'avoir des revenus suffisants pour se contenter de ça. Et puis au-delà de ça, c'est un métier qui est extrêmement variable dans le temps, dans la durée de travail que ça représente. Moi, si je prends uniquement mes activités de comédien, j'ai des semaines de quasiment 0 heure parce que j'ai
pas grand-chose à faire, que j'ai pas de projet, que j'ai pas d'enregistrement de doublage, que je suis pas sur un projet actuellement ni de tournage ni de théâtre, et donc des semaines quasiment vides, ça peut arriver pendant parfois des périodes qui peuvent être longues, qui peuvent être de plusieurs mois, comme je peux avoir soudain sur une semaine 2-3 enregistrements en même temps avec des horaires de fou. Je vais devoir courir et faire le même jour. Et d'ailleurs, je pense que ça c'est une règle, hein. Je ne sais pas si elle est vraie, mais je pense que c'est normal. Quand tu as quelque chose de très important, tu vas forcément avoir beaucoup de bordel autour. Ça va toujours être comme ça. Ça vole toujours en escadrille. Voilà, c'est toujours en escadrille, c'est le bon mot. Et donc tu vas te retrouver à tourner un truc le matin, enregistrer l'après-midi et jouer le soir, alors que les 3 dernières semaines, tu avais franchement le temps et que tu aurais pu étaler ça dans le temps. Bon. Donc comme c'est super variable, les comédiens ont... Alors, même si certains peut-être peuvent s'offusquer s'ils nous écoutent, parce qu'ils diront « non, faut bosser, faut bosser le fond, travailler tes textes, en profiter pour t'auto-améliorer, enfin t'auto-éduquer pendant ces périodes-là, parce que c'est des périodes où tu peux te former de quelque manière que ce soit. » Et c'est évidemment aussi ce qu'il faut, enfin je pense que c'est une bonne idée, mais au-delà de ça, on va pas se mentir, tu peux trouver du temps. Hein. Quelqu'un qui me dit, il y en a, ça existe, des comédiens qui bossent tellement qu'ils peuvent vraiment pas faire autre chose, et tant mieux pour eux, mais il y a quand même une majorité de comédiens, y compris des gens qui gagnent très bien leur vie et qui font des carrières connues, qui ont du temps, tout simplement, du temps disponible. Et donc, soit tu décides que tu as suffisamment comme ça, et puis que tu n'as pas envie de faire autre chose et que tu peux te le permettre, et tant mieux, et je l'ai fait d'ailleurs pendant une période, soit tu te dis, ce temps-là, au-delà de l'argent, parce qu'on parlait d'argent tout à l'heure, en fait, j'ai envie, moi, d'utiliser mon temps à pas seulement du plaisir, du loisir, mais plutôt à faire quelque chose, à créer une boîte, à essayer de faire des choses et aussi de faire fructifier mon argent, parce que les revenus sont très irréguliers aussi, tout autant que le temps. Hein. Donc on a des grosses rentrées d'argent d'un coup, et puis qu'il faut parfois utiliser pour vivre pendant quelques mois, voire années. C'est pas l'avantage du salaire qui tombe tous les mois. Ah non, c'est pas du CDI. Hein. C'est pas du CDI. Donc bref, tout ça pour dire que cette double activité, en réalité, elle est très commune, mais ce qui est rigolo, et moi ça me... Maintenant, plus ça va et moins j'ai de scrupules à le dire, et y compris d'ailleurs dans le milieu, parce que je trouve ça vraiment marrant. Quand j'ai des comédiens que je connais qui me disent « Non, mais quand même, tu sais, tu te... Comment ? Je l'ai entendu il y a pas longtemps. C'est pas tu te dilues, mais tu dilues ton énergie, un truc comme ça, à faire d'autres trucs quand même. Pas concentre-toi, mais l'air de dire, peut-être que tu pourrais t'y mettre plus dans l'artistique. Ouais. Et c'est quelqu'un qui me disait, moi, tu vois, je me suis jamais donné de plan B. Je dis oui, sauf qu'en fait, tu as un gîte. Donc, en fait, tu exploites une maison. Et donc, en fait, oui, mais ça, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil ? C'est pas un métier ? Non, c'est pas un métier, j'ai placé de l'argent, j'ai acheté ça, et du coup ça tourne tout seul, et puis j'ai du Airbnb, j'ai des locataires. Oui, donc en fait, tu as une activité. Voilà. Et ça s'appelle de l'hôtellerie. Mais... Voilà, non, mais, et je l'ai pris à son propre piège en marrant, en lui disant, sauf que ce qui est très drôle dans ce milieu, c'est que dire j'ai gagné beaucoup d'argent sur un film, j'ai acheté un resto ou une maison, et j'ai fait dedans de la location par exemple, c'est parfaitement admis. Parce que c'est logique. C'est comme beaucoup de gens d'ailleurs, même de d'autres métiers, qui gagnent de l'argent. Quand on a la chance d'avoir un patrimoine, on le place et on essaie d'en avoir des fruits. Donc ça c'est admis. Ça c'est possible, il n'y a pas de problème, c'est logique, tout va bien. On est dans le cadre du raisonnable, y compris pour un comédien. Faire de la production de spectacle, pareil, c'est normal, c'est logique, c'est cohérent, c'est courant, effectivement. Donc tout ça va bien. Par contre, dire je fais autre chose qui a rien à voir, j'ai une activité de... j'ai une copine comédienne qui est coach sportive. Là, c'est non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ? Mais c'est pas le même métier. Oui, sauf qu'en fait, moi, je considère les choses sur la même échelle. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire plusieurs métiers. Et puis bon, en plus, si on regarde un tout petit peu, on sort un peu là de ce spectre artistique et de ce milieu un peu particulier, c'est quand même très commun les gens qui ont plusieurs activités aujourd'hui. Oui.
C'est très très court. En fait. C'est extrêmement court. Mm. Et ça pose de problème à personne. Si tu apprends que ton, je sais pas, ton consultant informatique est également photographe, qu'il a une auto-entreprise et qui fait des photos le week-end pour des événements, tu vas pas dire attendez, mais qu'est-ce que vous faites, vous n'êtes pas compétent pour dépanner mon logiciel parce que vous faites des photos le week-end. C'est complètement absurde. La preuve avec, Enfin, ou d'ailleurs la semaine, pas que le week-end. la preuve avec ce podcast en lui-même. Alors, moi, c'est pas une activité rémunérée, mais Mais c'est une activité. C'est une activité. Mon manager est tout à fait au courant et l'entreprise dans laquelle je travaille est tout à fait au courant. D'ailleurs, j'ai interviewé le fondateur, donc pour te dire. Et ils savent que j'ai un podcast. Et ils savent que des fois, je mange pas parce que je rattrape toujours, mais des fois, j'ai le podcast. Ça mange un peu sur le temps du travail, donc je rattrape après. Puis bon, et puis quand j'en parle, alors j'en parle pas aux clients, c'est pas le but parce que ça j'ai même eu, mais je le cache pas. Et si ça venait à le dire, ça venait à le dire. Oui, effectivement, tu es la preuve qu'on peut avoir deux activités, toi aussi. Voilà. Deux dernières questions. Je suis bavard, hein, t'as vu. Oui, mais c'est avec plaisir. Je t'ai demandé en début de podcast si tu avais la dernière décision impactante que tu avais prise. Tu m'as parfaitement répondu. Maintenant, je vais te poser la question inverse. Quelle est la dernière décision qui s'est avérée mauvaise, que tu as prise et que tu ferais autrement? Je réfléchis. Je te laisse. J'ai besoin de quelques secondes. Qu'est-ce que j'ai fait et que j'ai regretté? Ou que tu aurais changé, c'est pas forcément regretté. Oui. Clairement regretté et pas forcément. Non. Bah, alors, heureusement, j'ai pas trop de regrets. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait et j'ai pas trop de choses que je voudrais changer. Mais j'ai quand même une idée, tu vois, comme quoi ta question m'évoque une chose, c'est de pas être allé au bout peut-être de mon projet de podcast. Ok. Ça, c'est quelque chose que, alors après, c'est un cycle long. Hein, puis alors en plus, c'est sur un sujet qu'on a un peu effleuré tout à l'heure, qui est parce que c'est un podcast très personnel que je voulais écrire, qui était une auto-fiction, donc un style un peu particulier, sur donc mon histoire, puisque c'est la partie auto et pas fiction, mais fictionnée, et sur l'histoire de la maladie de ma grande sœur. Et ce podcast, j'y ai passé énormément de temps de travail. Pour le coup, j'y ai consacré des mois de ma vie à l'écrire, à essayer de le faire produire. Et j'ai buté sur l'économie du podcast, parce que l'économie du podcast, tu le sais, concrètement, il n'y a pas vraiment d'économie du podcast, parce que c'est pas valorisé, il n'y a pas de monétisation des écoutes. Ouais. Et ça peut changer, mais ça reste fabuleux. Ça a sans doute changé, mais il y a quelques années, il n'y avait pas de monétisation du tout, sauf à faire des partenariats, avoir des publicités, etc. Alors ça, là, ça n'a pas changé. En fait, moi, quand j'en parle, c'est maintenant, aujourd'hui, c'est un peu plus admis, mais... Oui. Voilà. Et en fait, je mettais un point d'honneur à ne pas faire ce projet sans le soutien d'un producteur. Alors, il y a l'aspect financier qui est réel. Au demeurant, tu le sais, monter un podcast, ça coûte pas si cher aujourd'hui. C'est un investissement, ça coûte de l'argent, mais en tout cas, c'est accessible. Et à vrai dire, si j'avais voulu le produire moi-même, j'aurais pu, parce que ce n'est pas impossible de se procurer le matériel et les compétences pour le faire. Mais, et là pour le coup, c'était aussi le sujet, au-delà du fait que je voulais le faire avec de beaux moyens et donc le soutien financier d'un producteur, je voulais surtout quelqu'un qui me serve de regard extérieur, parce que dans ce podcast, j'aurais été l'auteur, l'interprète, le producteur, parce que quoi qu'il arrive, j'aurais produit en partie le projet. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, je ne sais pas si je suis en train tout seul de m'entêter dans un truc qui n'intéresse personne, en fait, concrètement. Et puis au-delà de que ça intéresse ou que ça n'intéresse pas, je voulais même avoir quelqu'un et quelqu'un de professionnel, quelqu'un dont c'est le métier, pour venir me challenger, je cherche un autre mot que challenger, parce que le mot challenger m'agace, c'est pour ça que j'ai pas dit challenger, je cherche autre chose, pour me permettre d'avoir sortir de ta zone de confort. Voilà, pour me permettre d'avoir un miroir et quelqu'un pour échanger et essayer de travailler ensemble sur le projet. Ça ne s'est pas fait. J'ai parlé avec beaucoup de boîtes de prod,
certaines très longuement et au point où j'ai même eu des propositions que j'ai pas retenues parce que ça correspondait pas pour le coup artistiquement à ce que je voulais. La dernière juste avant que je lâche ce projet, ça a été de faire un format qui n'était pas du tout mon format initial, parce que je voulais faire quelque chose de très spécifique, qui était concrètement 240 épisodes de 1 minute 30. Ok. Compliqué, bizarre, pas trop commun dans le monde du podcast. Oui, c'est pas le... Voilà. En plus de 140, ça, très engageant. Mais... Très engageant, mais c'était ce que je voulais. Et pour le coup, il y a une vraie raison, un sens profond à la chose. Je pouvais pas changer. Enfin, pour moi, c'était pas possible de sortir de ce format, puisque c'est un format journalier qui représentait chaque jour de la maladie d'Anne-Sophie. Et en plus, un peu plus long pour le coup, ça n'aurait pas de sens non plus, parce qu'il n'y a pas de matière, et puis ça serait un truc de fou de faire un podcast de 8 ou 10 minutes sur 240 épisodes. Mais oui, la dernière proposition qu'on m'a faite, c'était de me produire, mais avec un format qui était, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'était 6 épisodes de 30 minutes. Ouais. Et donc ça racontait plus du tout la même chose. Ça aurait pu raconter quelque chose de joli, mais je ne l'ai pas fait. J'ai refusé. Et alors, j'ai arrêté. Des projets artistiques, c'est jamais net, parce qu'on n'arrête pas vraiment. On a l'opportunité de faire autre chose, donc on laisse un peu de côté. Et puis un jour, en fait, petit à petit, on se réveille, on fait ça fait 3 mois que je n'ai pas bossé dessus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est plus là? Ce projet, il était là, il est encore là, mais il est plus là. Et puis en fait, il s'est rangé gentiment dans un placard, dans un dossier de mon ordinateur où j'ai encore tout. Et pour le coup, ça fait maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans que ce projet dort. Je dis pas qu'il est mort, parce que... La rencontre va faire que peut-être il ressortira et... Oui, puis il peut prendre une autre forme. J'avais cette idée très arrêtée sur le format. Cette histoire, j'ai envie de la raconter d'une manière ou d'une autre, et je pense que je le ferai un jour. Donc, est-ce que ça sera ce podcast? Vraisemblablement non, parce que je ne vais pas le faire comme ça. Mais est-ce qu'un jour j'écrirai autre chose? Est-ce que j'en ferai un livre? Est-ce que j'en ferai une série, un film? J'en sais rien. J'hésite à dire une pièce de théâtre parce que je trouve ça pas très adapté, mais après tout, pourquoi pas. J'en sais rien, j'y ai pas réfléchi. Mais voilà, tu m'as demandé un regret, alors même si je estime que j'ai pas trop de regrets, mais... bah oui, j'ai mis de côté ce projet, et effectivement, c'est dommage de pas être allé au bout. Mais tu vois, moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, je voudrais pas qu'on garde le focus sur regret, parce qu'effectivement, c'est pas une question de regret, mais c'est plus une question de... t'avais une idée, t'avais une idée très précise, t'as pris des décisions, et même si t'as pris, on pourrait me dire, ah, mais c'est plutôt une absence de décision parce que t'as un peu laissé le truc couler. Non, en fait, si à un moment t'as fait de refuser des offres, c'est que t'as pris des décisions et que t'as pas trouvé chaussure à ton pied, et que peut-être demain ou après-demain, tu vas avoir une rencontre, puis demain, ça marchera. Oui, puis je suis assez convaincu qu'une non-décision est une décision. Voilà, c'est un autre reçu. Je suis assez convaincu également. Donc, non, mais merci, super pour l'exemple. Merci beaucoup. Dernière question, la plus dure. Oui. On parlait de ta pièce de théâtre dans laquelle tu joues actuellement. Alors, oui, podcast, Relation Sheet. Voilà, Relation Sheet. Ce podcast sortira peut-être un tout petit peu tard vis-à-vis, parce que tu m'as dit jusqu'à quelle date? Jusqu'au 17 novembre. Ouais, ça devrait être effectivement un peu plus chaud, mais si on veut te suivre sur ton actualité, dans les futures potentielles pièces, voilà, où est-ce qu'on te trouve? Le plus simple, c'est les réseaux sociaux, Instagram, avec mon nom, Jean-Charles Deval, on me trouve. Voilà. Et là-dessus, j'essaye, je suis extrêmement mauvais là-dedans, mais j'essaye quand même de mettre mon actualité parce que c'est nécessaire. mais je gagnerais à avoir les compétences de quelqu'un qui fasse ça bien, parce que vraiment, c'est pas... Non seulement j'aime pas ça, mais en plus je le fais mal. Donc c'est dommage. En tout cas, allez le suivre, voir son actualité, puis si vous avez entendu, s'il y a quelqu'un qui est doué dans ça, hein. Effectivement. Voilà. Jean-Charles, merci beaucoup. Merci François. Et puis, bonne continuation pour Relation Sheet, encore quelques représentations. Oui, on est grosso modo à la moitié, c'est pas fini, la fête est pas finie. C'est ça, et puis plein de choses pour les futurs projets. Merci. Allez, à très vite. Merci d'avoir écouté Pourquoi. Si cet épisode t'a fait réfléchir, n'hésite pas à le partager, à t'abonner, et surtout, garde en tête cette idée.
Les réussites qu'on admire naissent souvent des questions qu'on ose se poser. Allez, je te dis à très vite pour de nouveaux parcours, une nouvelle voie et surtout un nouveau pourquoi. Parce que derrière chaque réussite, il y a un pourquoi.